Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de ce journal, triste décor dans plusieurs localités du pays, des inondations un peu partout, des habitations effondrées, beaucoup de dégâts matériels et des centaines de sinistrés. Les pluies diluviennes de ce week-end ont tapé fort de Dakar à Ziguinchor en passant par Kaolack et Fatick, rendant impraticables les pistes de production dans beaucoup de communes du département de Nioro. Une situation qui inquiète beaucoup de familles sinistrées alors que les prévisions météorologiques restent alarmistes. Les prochaines heures seront pluvieuses, informe la météo, pendant que le Sénégal patauge, un Sénégal qui n'a jamais su gérer comme il faut les questions d'urgence. Selon le colonel Mamadou Hatch, le spécialiste en catastrophe estime qu'il faut un audit du plan décennal de gestion des inondations. La pandémie de Covid-19 au Sénégal, on en parle également, 27 tests positifs sur 1052 réalisés. Les 10 sont des cas communautaires et un décès a été enregistré ce dimanche. Et puis hors de chez nous, la CEDEAO donne jusqu'au 15 septembre à la junte malienne pour désigner un président et un premier ministre de transition civile. Le journal de l'économie va compléter cette édition mise en onde par Pape Laïdié. Marie-Rosalie Ndiaye. Inondations dans plusieurs localités du pays à la suite des pluies diluviennes. Les dégâts sont énormes. Le ministre de l'Intérieur effectue une visite dans les zones inondées de la capitale, Bellevue, zone de captage, Parcelles Assainies, Guédiawaye, Cité Douane, Cité Djunkom, marché Thiaroye et enfin Rufisque Nord. À Thiaroye, tout le marché est sous les eaux. L'infrastructure marchande est totalement envahie. Aucune activité commerciale. Ce matin, les commerçants en brassard rouge se sont mobilisés pour protester. Moussa Thiam. Arborant des brassards rouges, les commerçants du marché Thiaroye est complètement inondé ont manifesté leur colère. Ils ont d'ailleurs décrété 24 heures de grève avant de menacer de ne plus payer les taxes municipales à partir de demain mardi. Ngagne Amar est leur porte-parole. Compte tenu de la situation très difficile à Thiaroye, les commerçants de Thiaroye ont sorti pour aller en grève le lundi et désormais le mardi, arrêter tout ce qui est taxe municipale dans le marché jusqu'à gain de cause. Ces commerçants qui ont baissé rideau aujourd'hui dénoncent l'inertie de la mairie de Thiaroye qui refuse de jouer sa participation pour le raccordement du réseau d'assainissement vers le réseau de l'APIX afin de lutter contre les inondations dans le marché. Après avoir négocié, faire une négociation avec l'APIX et l'ONAS, ils nous ont accordé de brancher nos canalisations sur leurs travaux. Et sur cette situation, on a contacté le promoteur et le maire. Le promoteur a apporté une participation très nécessaire, mais toujours c'est le maire qui fait courir derrière. Le marché de Thiaroye est très enclavé à cause des travaux du terre. Des passerelles sont exigées pour faciliter la mobilité des clients. Également, compte tenu, si vous voyez vraiment la situation à Thiaroye, ça nécessite deux passerelles. Si on ne peut pas avoir au moins des passerelles, au moins qu'on se contente des escaliers qui descendent dans le marché et de l'autre côté de Thiaroye-Guinaw-Rail. Cette situation a beaucoup impacté sur l'économie du marché. Estime les pieds dans les bottes, tourne les pouces, faute de clients. Économiquement, vraiment, nous les commerçants, on peut porter des bottes venir dans le marché, mais un client ne peut pas prendre des bottes chez lui pour venir acheter dans le marché. Dans ce cas, le marché est abandonné, les clients, les commerçants, ils viennent, ils restent bras croisés jusqu'à ce soir. Banlieue dakaroise, Elaz Moussa Thiam, Radio Sud FM. Merci beaucoup Moussa Thiam. Beaucoup de dégâts matériels dans la commune de Passy qui a reçu 212 mm de pluie en une seule journée. Une vingtaine de maisons envahies par les eaux, 120 sinistrés relogés. La commune appuie en carburant et les sapeurs-pompiers tentent de libérer les maisons inondées Ngorsar. Les fortes pluies qui ont arrosé le pays ont causé d'énormes dégâts dans le département de Foundiougne. La commune de Passy est complètement inondée après 212 mm de pluie enregistrés en une journée. Le système d'évacuation est saturé et tous les quartiers sont envahis par les eaux, mais Léona et Darussalam sont les deux quartiers les plus touchés. Les maisons ont pris de l'eau jusqu'au niveau des cuisses. Une vingtaine de maisons sont tombées dans la commune de Passy avec beaucoup de dégâts matériels. 120 sinistrés, dont plus de 50 dans le quartier de Léona, sont relogés chez le voisinage. Les tailleurs et les commerçants ont subi les mêmes dégâts. La commune a appuyé les sapeurs-pompiers en carburant pour libérer les quartiers. Pape Adama Sissé, maire de Passy. Nous avons eu une calamité naturelle ce week-end avec de fortes pluies. Nous avons reçu en une journée 212 mm de pluie, plus que l'équivalent de toute une saison de pluie en temps normal. Cela a causé d'énormes dégâts. Depuis les premières pluies, le quartier Léona est inondé. Les sapeurs-pompiers s'y activent depuis le mois de juillet avec des motos-pompes. Donc forcément, avec les fortes pluies que nous avons reçues, cela a complètement
C'est le même constat dans la commune de Sokone qui a reçu 230 mm. Les sapeurs-pompiers sont toujours au quartier de Maguène avec leur motopompe pour soulager les populations. La piste de production qui relie Toubacouta à Ker Saloum Diané est coupée aussi au niveau du pont de Ker Aliou Gueye. Ngor Sarr Fatick sur FM. Des dizaines de familles sinistrées à Kaolack, plusieurs maisons dans différentes localités de la région sont concernées. Les dégâts sont importants, des maisons en banco se sont effondrées et des pistes endommagées à Ouatchao. Les fortes précipitations enregistrées ce week-end ont plongé beaucoup de familles dans des difficultés à Kaolack. Dans les zones de Khahoun, Tiofak, Sam, Sara et Diamaguène, plusieurs maisons sont envahies par les eaux jusqu'à l'intérieur des chambres. Lits, matelas, fauteuils, armoires et autres meubles sont sous les eaux. Les matelas, les effets vestimentaires, moquettes ou tapis sont étalés sur les murs et terrasses des maisons pour être séchés alors que le ciel est toujours menaçant. Les dégâts matériels sont tout simplement incommensurables. Certaines familles ont quitté leur maison et ont trouvé refuge chez des parents, amis ou connaissances dans d'autres quartiers moins touchés par les inondations. Plusieurs rues et ruelles de la commune de Kaolack sont également envahies par les eaux et les populations alignent des briques et autres sacs de sable pour vaquer à leurs occupations. Le département n'est guère épargné. Dans une commune comme Diafat, certaines maisons construites en banco se sont écroulées. Plusieurs pistes rurales sont aujourd'hui endommagées et les populations peinent à se déplacer. La situation est donc difficile pour bon nombre de familles dans plusieurs localités de la région. Kaolack pour Sud FM, à Ouatchao. Suite aux fortes pluies, toutes les pistes de production des communes de Médina Sabakh, Ngayen Sabakh, de Kayemor et celles de Porokhane sont devenues impraticables. Ousmane Gueye, le maire de la commune de Médina Sabakh, lance son appel aux autorités. Ces propos sont recueillis par Mamadou Kamara. Oui, mais nous sommes très solidaires des familles en souffrance suite aux fortes inondations qui se sont abattues pratiquement dans tous les Sénégal, particulièrement dans des régions comme Dakar, Thiès, Matam, etc. Nous ne sommes pas en reste que dans le département de Nioro, même si les dégâts n'ont pas la même ampleur que les autres régions, nous avons des routes complètement impraticables. Le département de Nioro est sillonné par des pistes et des sentiers qui sont très mauvais état. Donc imaginez que les pluies s'abattent sur le territoire, on est coupé, on a des difficultés de déplacement, il y a quand même des dégâts qui ont été enregistrés. On n'a pas fait le point de l'ensemble des dégâts au niveau du département, mais les dégâts existent. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une situation très difficile de déplacement de nos populations face à ces inondations. On a particulièrement la piste Ker Aïp, Ker Sambakouta. Tout le monde sait que c'est une zone qui regroupe plus de 13 villages. Il n'y a aucune piste qui a été construite depuis l'indépendance. Des sentiers impraticables. Aujourd'hui, c'est des gens qui se débrouillent par leurs propres moyens pour abréger alors certaines souffrances, pour faire du raccordage un peu partout. Mais ils sont coupés du reste du pays. Alors, peut-être à Ngayen également, ce qui est sûr, là-bas aussi, aucune route bitumée, il n'y a pas de piste à l'intérieur alors des villages environnants qui composent la commune. Il y a des difficultés entre Ngayen, Daroubab, etc., en passant par Taïf. Donc il y a quand même dans les autres départements, vers Wakoungone également, dans le Wallo, c'est la même situation. Dans la commune de Porokhane également, il y a des difficultés. Mais il y a À Ziguinchor, les pluies en abondance ont créé beaucoup de dégâts, des centaines de maisons effondrées par cette abondante pluie. Le point avec Ben Michel Confoudi. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours ont créé beaucoup de sinistres dans la région de Ziguinchor. Le village de Youtou, dans la commune de Santhiaba-Manjak, est l'une des localités les plus affectées par cette abondance d'eau de pluie. Des sources concordantes nous signalent même que plus de 50 maisons se sont effondrées dans cette contrée située dans le département d'Oussouye. Ces dégâts n'ont pas épargné la commune de Nampor dans le département de Ziguinchor. Là-bas, une soixantaine de maisons n'ont pas résisté à l'intensité des pluies diluviennes. Certaines populations ont même trouvé refuge dans les salles de classe. Le maire Khalifa Bassène, impuissant face à ce sinistre, a fait hier un appel de détresse. Dans la commune de Niassia aussi, plus de 60 maisons ont été endommagées et le maire continue de recenser les sinistrés. À Ziguinchor, plusieurs maisons se sont effondrées et un pan de mur effondré a même blessé un enfant qui est admis au centre hospitalier régional de Ziguinchor. Les quartiers comme Belfort-Crapaud, Goumel, Djeffaï, Boudodi, Okumbaï, envahis par les eaux depuis quelque temps, ont vu leur situation s'empirer ces derniers jours. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, sur FM.
Des prochaines heures pluvieuses sur le territoire national, annonce l'ANACIM. Les pluies d'intensité variable, parfois accompagnées d'orages, vont persister. La météo alerte également sur des vents assez forts sur les côtes méridionales une bonne partie de cette journée. Le Sénégal sous les eaux après les pluies diluviennes du week-end, des pluies diluviennes qui sont le résultat d'événements orageux entraînés par des phénomènes naturels notés dans la sous-région et qui seront de plus en plus fréquentes selon le professeur Amadou Thierno Gaye de l'École supérieure polytechnique de l'UCAD. Il estime que les États à faible revenu et très touchés par ces phénomènes doivent bénéficier du financement de l'adaptation au changement climatique. Le professeur Amadou Thierno Gaye de l'École supérieure polytechnique de l'UCAD est joint par Mame Diarra Da Silva. Il est quasiment accepté que dans le cadre du changement climatique, les phénomènes extrêmes, donc des pluies exceptionnelles de ce type-là, vont être de plus en plus fréquents. Donc c'est des choses qu'on a certainement eu à observer dans le passé, peut-être dans le contexte en dehors du changement climatique, mais le changement climatique a un effet amplificateur de ce type de phénomène. Donc d'une certaine façon, sans pouvoir le prouver de façon absolue, on ne peut pas dire ce phénomène-là, c'est le changement climatique, mais ce type de phénomène extrême qui apporte donc des pluies de certaines quantités, et on l'a vu par exemple dans ce cadre-là sur presque très grande partie du Sénégal, on a eu des pluies qui ont été exceptionnelles. C'est très rare de voir sur une très très grande partie du Sénégal des localités qui ont plus de 100 mm. Là, je crois qu'avec l'ANACIM, on pourrait vérifier. Mais également, on a ce type de phénomène dans les différents pays sahéliens. Au Niger, ça fait peut-être à peu près 15 jours ou un peu plus que la côte du fleuve a dépassé la côte d'alerte. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une très bonne partie de Niamey est inondée avec des dégâts très graves. Donc on le sait, donc la région sahélienne, dans laquelle se trouve le Sénégal et donc différents pays, est très sensible au changement climatique et à ses effets, aux effets du changement climatique sur les phénomènes météorologiques. Mais professeur, est-ce que les États qui seront touchés pourront faire face? Oui, les États pourraient faire face, mais il y a un certain nombre de mesures certainement sur lesquelles il faut travailler, mais des mesures d'envergure qui certainement sont à la portée des États, les questions d'aménagement qui reviennent souvent, etc. Mais il y a des niveaux de solutions, ou en tout cas de réponses, qui sont d'envergure et qui doivent certainement être certainement négocié au niveau international. D'ailleurs, c'est tout le débat au niveau international sur le financement de l'adaptation au changement climatique. Parce qu'on en est là à s'adapter à ce type de phénomène. Parce qu'il s'agit finalement d'une adaptation. Certainement, tous les ans, maintenant, on va observer ce type de phénomène. J'ai bien dit certainement. Je n'ai pas de preuves tangibles, mais c'est ce que l'on pense. Donc, au moins. Et donc, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est des financements importants. Et donc, c'est certainement du côté des financements et des mécanismes internationaux qu'il faut aussi s'ouvrir. C'est le fonds vert sur le climat. C'est aussi travailler à une meilleure prise en compte du changement climatique dans les politiques publiques, les politiques d'aménagement, les politiques d'agriculture. C'était donc là les propos du professeur Amadou Thierno Gaye qui estime que les États à faible revenu et très touchés par ces phénomènes doivent bénéficier du financement de l'adaptation au changement climatique. Les urgences sont mal gérées au Sénégal. L'objectif du plan décennal de gestion des inondations n'est pas atteint car jusqu'à présent, il n'y a pas de résultat concret. Dès lors, un audit du programme décennal de ce programme de gestion des inondations s'impose selon le colonel Mamadou Hadj, expert en gestion des inondations. Il est joint par Ndeye Mariam Gaye. Au vu de ce qui se passe, je crois que le but n'a pas été atteint parce que quand même, après une pluie de peut-être, on dit 145 millimètres, 200 ou 300 millimètres, nous nous retrouvons avec presque toutes les zones du Sénégal qui sont en train de patauger. Donc je crois que l'objectif, quand on le juge par le résultat visible, n'a pas été atteint. Voilà donc un peu moi le premier élément que je voudrais vous donner. Mais ce qu'il faut faire, c'est un audit, parce qu'on parle d'argent maintenant. C'est un audit qu'il faut faire. Il faut aussi voir des infrastructures qui ont été érigées. Est-ce que ces infrastructures ont été dimensionnées comme il faut? Parce qu'en infrastructure, c'est toujours le problème. On vous met une station de pompage, on vous dit ses capacités, mais qu'est-ce qui se passe? À la réalité, les capacités qui sont théoriquement données ne sont pas atteintes par le dispositif. Donc, les dispositifs, je crois, il manque ce volet de réception technique des ouvrages qui sont listés dans le plan décennal de gestion des inondations. Nous n'avons jamais au Sénégal géré correctement une urgence. Ça, il faut le dire. Il faut se regarder. Il ne faut pas se voiler la face.
Déclenchement du plan Orsec, organisation des secours prise suite aux inondations. Mais qu'est-ce que le plan Orsec? Quels sont les moyens et le dispositif qu'il met en place? Nous en parlerons plus largement à la fin de cette édition avec Abdou Sané, ancien député, qui sera notre invité avec Amadou Moustapha Dieng. Dakar Dem Dikk suspend la desserte de ses bus au niveau des zones inondées dont les rues sont devenues impraticables. Une mesure prise pour éviter d'occasionner des pannes. Cependant, les lignes 11 et 234 qui desservent la localité de Keur Massar fonctionnent à nouveau. C'est ce que nous dit Cheikh Bourama Diba, le directeur de l'exploitation à Dakar Dem Dikk, joint par Ndeye Mariam Ndiaye. Ce qu'il faut noter, c'est que ce matin, certaines lignes ont repris leur service normal, notamment celles qui sont dans la zone de Keur Massar, la 11, la 234. C'est des lignes qui ont repris. Mais surtout, fortes pluies qui sont abattues sur Dakar ce week-end, il y avait beaucoup de zones de la banlieue qui étaient impraticables. Donc du coup, on a dû prendre la décision qui est en fait indépendante de notre volonté. Donc c'est un cas de force majeure. C'est vrai qu'il faut transporter les Sénégalais, mais il faut pas prendre de risques pour que le matériel se détériore. Donc ce qui fait qu'on a dû prendre cette décision. Mais pour rassurer un peu les Sénégalais, les lignes sont en train de reprendre progressivement, à l'exception de celles qui desservent Diamniadio, les lignes 400 par la nationale. Et quand est-ce que ces lignes vont reprendre? En fait, tout va dépendre en fait de l'état de la chaussée, des points d'eau. Mais d'habitude, ce qui se passe, dès qu'il y a un problème de ce genre dans le réseau, on essaye de voir comment dévier en fait le point concerné. Mais il s'est trouvé que ce week-end, on avait beaucoup de points d'eau. Donc à un certain moment, c'était une décision qui était là qu'il fallait prendre. Parce que laisser passer les bus à certains points d'eau, c'est en fait prendre le risque de créer des pannes. Difficile d'avoir un bus Tata au terminus de l'unité 17 des Parcelles Assainies, une situation qui est encore plus dure en cette période d'hivernage. Les usagers se plaignent du manque de bus récurrent aux heures de pointe et fustigent l'absence d'interlocuteurs face à cette situation. Un reportage d'Odile Minkilan. Sur de longues files d'attente, avec pour certains des parapluies pour se protéger de la pluie, d'autres tentent de s'abriter, tant bien que mal. Un vrai casse-tête pour avoir un bus au terminus de l'unité 17 des Parcelles Assainies. De la ligne 25 à la ligne 2, en passant par la ligne 5, tous les passagers se plaignent. Il n'y a jamais assez de bus aux heures de pointe. À peu près 48 minutes. 48 minutes précisément. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de véhicule? Non, pas encore. Ça tarde à venir. C'est tout le temps comme ça? Oui. On a un rang qui est infernal. Des fois, tu es là jusqu'à 2 heures de temps, tu n'as même pas de voiture. C'est un peu difficile, en fait, pour les gens qui travaillent. C'est pas à cause de la pluie, c'est comme ça. C'est tout le temps comme ça pour la ligne de 25. Ligne de la jot. Ligne dund moom métti na lool moom. Des fois da nga fiy ñëw da nga fi ëpp sax 1 heure de temps toog di xaar oto. Temps bi naaj bi tàng beeg wala léeg-léeg muy taw comme tey jii ni muy tawee nii. C'est un enfer, comme on peut dire. Il faut que l'État puisse aider les gens parce que si tu dois aller à l'école, c'est tout problème. Il y a de l'eau, il y a les voitures qui ne partent pas. Donc tu es là à attendre. Jusqu'à quelle heure pour partir? Depuis 8 heures, je suis là. 8 heures jusqu'à 10 heures? 10 heures, oui. Ouais. C'est tout problème. Il faut que l'État revoie la situation des gens. C'est trop compliqué. Les usagers regrettent également l'absence d'interlocuteurs. Précisément, je me dis pour la ligne 25, ils te disent qu'il en a assez, mais on saurait vous dire en fait. On ne sait pas le pourquoi en fait. Mais nous, Les régulateurs du terminus n'ont pas voulu se prononcer, mais hors micro, ils nous expliquent que cette situation est liée aux pannes récurrentes des bus et l'hivernage accentue les difficultés. À 18h passées de 21 minutes, nous parlons de la Covid-19. La tendance baissière semble se confirmer. Sur 1052 tests, 27 sont revenus positifs, dont 13 cas communautaires, essentiellement dans la région de Dakar. Un nouveau décès recensé, nous dit le directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1052 tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,57%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 12 cas contacts suivis par nos services et 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les localités suivantes. Dakar Plateau 3, Grand Dakar 1, Kédougou 1, Liberté 6 1, Mariste 1, Mbao 1, Richard Toll 1 et Thiès 1.
115 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce dimanche 6 septembre 2020. L'état de santé des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 014 cas ont été déclarés positifs, dont 10 037 guéris, 291 décédés et donc 3 685 patients sous traitement. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Les pays membres de la CEDEAO exigent que le président et le premier ministre de la transition au Mali soient des civils et qu'ils soient nommés au plus tard le 15 septembre. Rassemblés en sommet à Niamey au Niger, les dirigeants prennent acte des consultations intermaliennes lancées samedi 5 septembre mais décident de maintenir les sanctions prises antérieurement. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, Charles Blé Goudé, a affirmé ce lundi à La Haye, où il est en liberté conditionnelle, qu'il faut reporter la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire sous peine d'aller droit dans le mur, organiser le scrutin électoral du 31 octobre 2020 dans des circonstances pareilles serait conduire notre pays droit dans le mur, a déclaré à la presse Blé Goudé, acquitté de crimes contre l'humanité en première instance par la Cour pénale internationale et qui attend un éventuel procès en appel. Plus de 4000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en France au cours des dernières 24 heures, selon les données de la Direction générale de la santé ce lundi 7 septembre. Les nouveaux cas s'élèvent précisément à 4203 selon un communiqué. Ce chiffre est en retrait par rapport aux 3 jours précédents où les nouveaux cas s'étaient élevés entre 7000 et près de 9000. Pendant ce temps, l'Espagne, pays européen parmi les plus touchés par la pandémie de Covid-19, a dépassé la barre des 500 000 cas diagnostiqués selon le dernier bilan publié ce lundi 7 septembre par le ministère de la Santé. Sud FM, l'invité. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité, il s'agit de l'ancien député Abdou Sané qui s'entretient avec Amadou Moustapha Dieng sur le plan Orsec, ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique au Sénégal. Abdou Sané, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ancien député aussi expert en protection civile. Aujourd'hui, on va parler donc du plan Orsec. D'abord, dites-nous, qu'est-ce que le plan Orsec? Le plan Orsec, c'est le plan d'organisation des secours. Le plan Orsec doit toujours être perçu comme l'arme ultime dont disposent nos autorités en vue d'apporter une réponse contre les effets néfastes de toute catastrophe. Et là, c'est le cas avec les inondations. Et concrètement, en termes de moyens et de dispositifs, qu'est-ce qui sera mis en place, par exemple? Alors, donc, lorsque vous déclenchez le plan Orsec, le côté moyen, c'est-à-dire que l'État, dans la limite de ses possibles en rapport avec le ministre en charge des Finances, dégage toujours des fonds dédiés aux calamités. Maintenant, n'oubliez pas que le Sénégal vit déjà une autre crise relative à la Covid-19. Et donc, l'État a eu à consacrer de lourds investissements pour faire face à cette lutte contre la Covid-19. Il va sans dire que donc, au moment où ces inondations sont arrivées, c'est donc à un moment où le portefeuille financier de l'État a connu franchement un certain nombre de difficultés. Toutefois, l'avantage du plan Orsec, c'est quoi? C'est que lorsque vous déclenchez le plan Orsec, les procédures sont allégées. Donc, c'est le gré à gré qui fonctionne. Certes, le gré à gré en termes de transparence et en termes de rigueur et de probité laisse à désirer. Et la souplesse fait que, par entente directe, vous pouvez mobiliser des hydrocureurs, vous pouvez mobiliser des camions citernes et un certain nombre de fournisseurs de pompes pour vous accorder donc des faveurs. Et pourtant, l'on parle beaucoup de sommes faramineuses qui ont été allouées à la lutte contre les inondations, mais où est passé cet argent-là selon vous? Donc, vous savez, au niveau des inondations coûtent cher. Vous voyez par exemple le plan Orsec qu'on va faire. Lorsque le plan Orsec va finir, c'est le deuxième plan Orsec en matière d'inondation sous l'ère de Macky Sall. Le premier plan Orsec était au temps où Mbaye Ndiaye était ministre de l'Intérieur. Et cette fois-ci, c'est au moment où Ali Ngouille Ndiaye est ministre de l'Intérieur. Donc c'est la deuxième fois qu'il y a un plan Orsec relativement à la lutte des inondations. Pourquoi c'est cher? C'est que quand vous déclenchez un plan Orsec, vous êtes dans une position d'urgence. Ce qui devait vous coûter 25 000 peut vous revenir à 50 000. Parce qu'il n'y a pas d'appel d'offres. L'ARMP n'a pas de contrôle sur ça. Le marché est ouvert au nom de l'urgence. Conséquence, avec l'absence de gouvernance qui caractérise notre société et nos marchés, si vous êtes aujourd'hui une personne qui n'a pas le sens de l'éthique et de la probité morale, vous aurez tendance à surfacturer les marchés, moyennant des commissions pour vous. C'est pourquoi on dit que
Dans les catastrophes, il y a ceux qui pleurent, mais il y a ceux qui applaudissent, parce que quelque part, les catastrophes nourrissent et entretiennent une certaine catégorie de personnes. Réellement, honorable député, doit-on recourir indéfiniment au plan Orsec? À chaque fois, c'est le plan Orsec qui est lancé. Alors, ne doit-on pas réfléchir vers des solutions structurelles pour lutter définitivement contre les inondations et les enrayés? Vous avez posé une question pertinente. En réalité, des indépendances à nos jours, nous assistons à un pilotage de vue dans le cadre de la lutte contre les inondations. Et ce pilotage s'explique par le fait que c'est moins des interventions structurelles plutôt que des situations conjoncturelles qui sont préconisées. Et c'est ce qui fait que les inondations sont récurrentes, les mêmes montées de lutte sont récurrentes. À l'arrivée, c'est l'État qui perd par rapport au financement parce que les inondations empêchent le travail et menacent la qualité de vie des populations en termes de maladies et autres désagréments. Et donc, si nous étions ambitieux et si nous avions une culture de prévention, il y a un certain dispositif qui est prévu pour faire face aux inondations. Parmi ces dispositifs, il y a ce qu'on appelle l'aménagement du territoire et la planification urbaine. Donc, c'est ce qui manque et qui fait qu'aujourd'hui, la gestion de notre espace se fait au gré du hasard, sans aucun contrôle. Et c'est ce qui est donc à l'origine toujours du mal. Et c'est ce qui est toujours aussi à l'origine, plus ou moins, n'est-ce pas, de ce plan d'Orsec, qui en réalité est propre à l'Afrique. Ailleurs, les gens sont tellement ambitieux qu'ils jouent sur la prévention avant d'en arriver au plan Orsec. Donc, pour l'information de vos auditeurs, lorsque vous entendez le mot plan Orsec, le plan Orsec, avant d'arriver à un plan Orsec, le plan Orsec, je vous dis que le trigger, c'est comme si vous dites la lettre de l'alphabet de A à Z. Avant le plan Orsec, il y a ce qu'on appelle un plan de contingence. Le plan de contingence, s'il avait été élaboré, allait être une très belle parade et réduire, pour ne pas dire atténuer, les souffrances dont sont en train de vivre nos populations. La prévention. Mais encore une fois, nous n'avons pas le sens de l'anticipation, nous n'avons pas le sens de la prévention, nous sommes proactifs. Dans certaines zones du moins, les inondations sont causées malheureusement par les travaux en cours. Par exemple, le TER, par exemple aussi la BDN3, qui ont obstrué un peu les passages naturels d'eau. Et là, il faut le déplorer. En réalité, les projets qui sont sous la responsabilité de l'État refusent très souvent de s'accommoder par rapport à la législation et au règlement en vigueur, c'est-à-dire se soumettre à des études d'impact pour des projets de grande ampleur. Il n'y a pas sérieusement des études d'impact validées avec un suivi, n'est-ce pas, de gestion environnementale. Conséquence, beaucoup de projets aujourd'hui sont à l'origine de l'inondation. Il est fréquent de voir des populations vous dire que chez nous, on ne connaissait pas les inondations. Oui, tout à fait. Mais quand on a créé l'autoroute à péage, quand on a créé le TER et quand on a créé d'autres infrastructures, on a constaté que l'eau qui devait s'écouler est obstruée et par conséquent, nous vivons les affres de l'inondation. Au demeurant, l'État a tendance à accuser et dire que ce sont les populations qui occupent spontanément des zones non incendiées. Mais là, je crois que c'est un État qui ne donne pas le bon exemple. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, si vous prenez la situation de Kaffrine, Kaffrine se trouve dans une cuvette. Et le quartier de Djamodel se trouve dans la zone la plus profonde au niveau de la cuvette. Et c'est là où l'État a bâti une infrastructure scolaire. Conséquence, la capitale des inondations se trouve dans cette école. Et maintenant, en termes de propositions, de recommandations concrètes, qu'avez-vous justement donc à dire par rapport à cela? Alors, en termes de propositions, c'est simple. Il faut qu'on accepte d'améliorer notre politique en matière de gouvernance. Ce qu'on appelle gouvernance, c'est quoi? C'est d'avoir des codes de l'urbanisme, donc des lois, d'être en mesure de les appliquer. C'est d'avoir des textes réglementaires. C'est d'être en mesure de les respecter. C'est de développer en nous la culture de l'anticipation et de la prévention, car la prévention en matière d'investissement coûte moins cher que la réponse. Or, le Sénégal dispose aujourd'hui d'un certain nombre d'outils de planification urbaine. Il était question de mettre en place un observatoire de suivi. Parce que là aussi, nous n'avons pas la culture de suivi. Nous menons des actions et on ne les évalue pas. Malheureusement, cet observatoire n'a pas vu le jour. Donc aujourd'hui, à travers l'interpellation formulée par le président vis-à-vis du gouvernement pour leur demander de faire la situation sur le plan décennal. Sur les 10 points qui composent le plan décennal, à l'exception de 2 ou 3, le président se rendra compte que les 7 autres n'ont pas eu de suite. Et puisqu'il n'y avait pas l'observatoire de suivi des inondations, personne n'était là donc pour pouvoir l'alerter et lui dire, Monsieur le Président,
vos décisions n'ont pas connu de suite. Merci beaucoup, honorable. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La relance de l'économie sénégalaise se fera avec un secteur privé fort. Pour lui permettre d'être performant, voici quelques recommandations de l'économiste, professeur Meïssa Babou. L'État doit d'abord faire un accompagnement à partir du code des investissements. À l'image des pays du Maghreb, où aucun étranger ne peut à lui seul gagner un marché sans être accompagné par une entreprise nationale, au moins à hauteur de 30%. La deuxième chose, c'est qu'il faut reconnaître la faiblesse des entreprises sénégalaises. Faiblesse dans la technologie, et très souvent qu'elles n'ont pas. Faiblesse dans le fonds de roulement. C'est des entreprises qui n'ont pas suffisamment de réserves, mais faiblesse dans le financement de l'économie, c'est-à-dire que les banques ne sont pas prêtes très souvent à les accompagner comme les entreprises marocaines ou les entreprises chinoises. Ce faisant, il va de soi que ces marchés à milliards leur échappera forcément. Par conséquent, il faut, pour une participation concrète et massive, il faudra corriger l'ensemble de ces variables qui plombent encore le développement du secteur national. Le secteur informel également a besoin d'un coup de pouce selon l'économiste. L'informel à 90% de notre tissu économique est certes une dimension fondamentale, mais il présente aussi des tares d'insuffisance de ressources, de manque aussi d'expérience. Très souvent, l'accompagnement bancaire qui est assujetti à des hypothèques de patrimoine constitue une barrière, sans compter maintenant très souvent quelques barrières administratives. C'est dire qu'il nous faut revoir toutes les copies d'encadrement et de gestion de notre tissu économique pour un meilleur ancrage dans l'économie nationale et pour les booster vers des lendemains meilleurs. Il faut par conséquent des joint ventures, c'est-à-dire une association d'entreprises qui pourra lever des fonds d'une part, mais qui permettra aussi un renforcement des entreprises les plus faibles. Mais ce sera aussi une façon de combattre sur le plan international l'arrivée de ces mastodontes qui sont d'un niveau supérieur. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Triste décor dans plusieurs localités du pays, des inondations un peu partout, des habitations effondrées, beaucoup de dégâts matériels et des centaines de sinistrés. Les pluies diluviennes de ce week-end ont tapé fort de Dakar à Ziguinchor en passant par Kaolack et Fatick, rendant impraticables les pistes de production dans beaucoup de communes du département de Nioro. Une situation qui inquiète beaucoup de familles sinistrées alors que les prévisions météorologiques restent alarmistes. Les prochaines heures seront pluvieuses, informe la météo, pendant que le Sénégal patauge, un Sénégal qui n'a jamais su gérer comment il faut les questions d'urgence. Selon le colonel Mamadou Hatch, le spécialiste en catastrophe, estime qu'il faut un audit du plan décennal de gestion des inondations. La pandémie de Covid-19 au Sénégal, 27 tests positifs sur les 1052 réalisés. Les 15 sont des cas communautaires et un décès a été enregistré ce dimanche. Et puis hors de chez nous, la CEDEAO donne jusqu'au 15 septembre à la junte malienne pour désigner un président et un premier ministre de transition civile. Le journal de l'économie a complété cette édition mise en onde par Pape Laïdier. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie du journal de la culture avec Amadou Moustapha Dian.